Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver une jeune anthropologue française qui avait déjà participé à notre émission en juillet de l'année dernière. Elle vivait alors à Bucarest pour ses recherches et elle va désormais nous parler depuis Paris. Eva Renaudot est doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales. Son laboratoire de rattachement est le CERMES 3, le Centre de recherche médecine, sciences, santé mentale, société. Elle est également membre de l'Institut Convergence Migration et sa thèse s'intitule « Un espace thérapeutique franco-roumain ». Perspective transnationale sur les pratiques de santé des résidents français en Roumanie. Titre évidemment, sujet évidemment intéressant pour nous. Eva Renaudot, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur les ondes de RFI Roumanie et à notre émission Le Micro du Soir. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Je sais que vous êtes très prise en ce moment. Alors, lors de notre première émission, premier entretien, vous veniez à peine, si je me souviens bien, de finir vos entretiens avec plusieurs Français résidant en Roumanie. Depuis, que s'est-il passé? Est-ce que vous avez tout le matériel nécessaire pour votre thèse? Où en êtes-vous exactement depuis juillet de l'année dernière? Bonsoir, donc merci de me recevoir. Alors oui, j'avais fait une centaine d'entretiens environ, et là, depuis un an, j'ai eu largement le temps de les retranscrire, mais ça demande énormément de temps. Du coup, j'ai globalement, je pense, terminé de recueillir mes données de terrain, ce qui ne veut pas dire qu'au fil de l'écriture, je ne vais pas avoir recontacté des personnes que j'ai rencontrées dans mon terrain pour soit leur demander leur avis sur quelque chose, soit leur demander des précisions sur leur propre expérience. Mais à mon avis, je pense que j'ai clôturé la phase de terrain la plus importante. D'accord. Et c'était des Français, ce sont des Français qui résident ou qui résidaient à Bucarest principalement, ou aussi dans d'autres villes, d'autres endroits de Roumanie? C'est principalement des personnes qui habitent à Bucarest et aussi des personnes qui habitaient à d'autres endroits, mais les personnes que j'ai rencontrées à Bucarest, c'est des gens avec qui j'ai eu aussi l'occasion de partager d'autres moments, que j'ai eu l'occasion de connaître un petit peu mieux, alors que les personnes qui n'habitent pas à Bucarest, du coup, je les ai plutôt rencontrées qu'en ligne via Zoom, et donc ça laisse des temps moins qualitatifs pour aussi apprendre à se rencontrer, et voilà. Et donc, je suppose que ces entretiens, c'est vraiment une partie importante du matériel de votre thèse. Quelles autres sources principalement vous allez utiliser? Alors, je vais utiliser aussi ce qu'on appelle de l'observation ethnographique, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps avec des Français et des Françaises qui habitent en Roumanie, puisque j'ai moi-même habité en Roumanie, à Bucarest. Et donc, ça permet aussi de rendre compte des conditions de vie, en fait, et de mes propres conditions de vie, finalement, à Bucarest, et de pouvoir mieux décrire aussi ce que ça veut dire d'être Français en Roumanie, pour après pouvoir rentrer plus précisément dans les expériences de santé qui sont liées, bien sûr, au contexte plus général des conditions de vie. Et puis certainement qu'après, j'aurai des sources secondaires, ce qu'on appelle les sources secondaires, donc des articles de journaux, de revues, des statistiques, des documents européens, etc., qui sont un peu plus, on va dire, systématiques, mais qui sont peut-être moins intéressants à raconter. Donc elle a commencé comment, cette thèse? Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Elle devrait s'achever quand? Wow. Elle a commencé en 2019. Après un master qui portait sur, mais ça je crois que j'en avais parlé à la première interview, qui portait sur les conditions d'accès aux soins des personnes roms roumaines dans les bidonvilles, et ça me semblait intéressant de regarder un peu l'autre pan et voir un peu ce que ça voulait dire aussi d'être une expérience de migrant intra-européen qui va de l'Ouest et qui vient de l'Ouest et qui va à l'Est, et comment ça se passe. Pour la temporalité de la thèse, c'est un peu un grand mystère, mais je dirais que j'en ai encore pour au moins 1 an, voire 2 ans de rédaction. Là, j'ai un plan de thèse, c'est déjà, qui a le mérite d'exister en tout cas. Et donc là, il faut que je commence à l'écrire, et ça va dépendre de beaucoup de choses pour le temps de rédaction. Est-ce qu'un retour en Roumanie sera nécessaire ou pas? Potentiellement, potentiellement que j'aurais besoin de venir peut-être interroger plutôt des professionnels de santé, si c'est possible, maintenant que la pandémie de Covid est un petit peu apaisée, j'aurais peut-être plus facilement accès justement à des services hospitaliers, où ça pourrait être plus intéressant, et je me sentirais moins
ce serait plus approprié, en tout cas, de le faire maintenant qu'au moment où moi j'étais là, où c'était vraiment le plus gros de la pandémie et ça aurait été compliqué de demander à observer dans les services de santé. Et sinon, peut-être qu'un retour en Roumanie sera envisageable pour moi, simplement venir parce que je suis attachée à Bucarest et prendre des temps d'écriture un peu isolés aussi de Paris et du monde universitaire. Et précisément, la période de la pandémie que vous avez vécue pleinement, si on peut dire, à Bucarest, elle ne nous a pas trop dérangé. Enfin, si, vous le dites, pour rencontrer des professionnels de santé, mais sinon, de façon générale, j'ai pas l'impression que ce contexte difficile vous ait particulièrement dérangé. Alors, pour mener moi mes recherches, ça a été compliqué dans le sens où effectivement j'avais prévu d'accompagner en fait les personnes. Enfin, quand on travaille sur les pratiques de santé, ce qui est bien et ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir accompagner les personnes et d'observer vraiment l'interaction avec le médecin, voir les moments où en fait le soignant va dire des choses et où est-ce qu'on va comprendre, pas comprendre. Enfin voilà, parfois culturellement, les interactions entre le patient et le médecin sont pas exactement les mêmes d'un pays à l'autre et c'est intéressant de pouvoir voir tout ça. Mais bon, ça s'est fait, quoi, quand même, malgré tout ça. Pour les personnes que moi j'ai rencontrées, par contre, il y a quand même, ça a quand même empêché plein de choses. Il y a eu plein de soins qui ont été annulés parce que des personnes pensaient rentrer en France pour des soins mineurs, enfin, pas graves, mais voilà, rendez-vous chez le dentiste, l'ostéopathe, plein de soins comme ça qu'on avait prévu de faire en France pour les vacances de Noël, ou voilà, qui ont été reportés parce que trop compliqué, soit d'y avoir accès en Roumanie, soit de pouvoir rentrer en France pour le faire. Mhm. Et si je me rappelle bien de notre premier entretien, vous me direz si je me trompe, mais il y avait une distinction assez nette entre les Français résidant en Roumanie avec un contrat d'expatrié et puis les autres, indépendants, entrepreneurs, qui devaient eux-mêmes mettre en place leur couverture santé. Oui. Alors, oui, bah ça c'est quelque chose qui est beaucoup dit en fait par les personnes que moi j'ai rencontrées, qui sont, enfin souvent la distinction elle est faite par les personnes elles-mêmes qui disent bah voilà moi je suis pas expatriée donc j'ai pas l'assurance privée, enfin en tout cas internationale qui va me permettre de pouvoir accéder à tous les systèmes de santé sans distinction. Mais après, ensuite on se rend compte que enfin, peut-être que depuis que j'ai continué, enfin, que j'avance là dans mon travail de thèse, bien sûr qu'il y a toujours cette question-là de l'expatriation et des VIE aussi qui ont du coup ces assurances privées. Mais plus on reste en Roumanie, même si on est expatrié, et plus en fait la distinction elle va être aussi un petit peu floue parce qu'on va s'approprier, on va apprendre à connaître de mieux en mieux le système de santé. Et donc on va pouvoir jouer aussi avec les endroits où ça marche ou ça marche pas. On va pouvoir savoir que même en expatrié, c'est que certains soins seront peut-être mieux faits dans le système public roumain que dans le système privé parce qu'en fait, tel médecin est plus compétent, tel hôpital, voilà, même s'il n'y a pas les moyens pour. Et du coup, plus on est là depuis plus longtemps et plus on va pouvoir s'approprier tous les rouages de ce système et jouer avec. Voilà. Après, il y a quand même des inégalités du fait des remboursements des soins et on sait très bien que Regina Maria ou Medlife sont quand même chers et tout le monde n'y a pas accès, même parmi les Français. Mais c'est un peu plus, c'est peut-être un peu plus à nuancer. Mmh. Mais en tout cas, c'est une bonne grille d'analyse des statuts professionnels. Mmh. Et je suppose que là, vous avez rencontré des Français face à des problèmes, que ce soit administratifs ou qui ne savaient pas comment se soigner. C'était surtout ceux qui précisément ne bénéficiaient pas de ce contrat expatrié qui leur permettait soit d'aller dans le privé, soit d'aller dans le public, en France ou en Roumanie. Je suppose que c'est plutôt ces catégories-là indépendantes qui étaient face à des problèmes, non? Oui, après, ce qui est intéressant avec la santé aussi, c'est que là, moi, je pose une grille d'analyse à travers la question des statuts professionnels, mais les statuts professionnels, ils changent. Il y a des gens qui arrivent en expatriation et qui décident de rester après en contrat local, des gens qui sont en contrat local et qui trouvent un contrat d'expatriation ou de VIE, enfin voilà, ça change. Moi, ça m'intéresse de voir un peu ces situations-là à des moments donnés et ce que ça va faire sur notre accès à la santé. Mais ce qui est intéressant sur la santé, c'est que ça fait aussi émerger des vulnérabilités, même au moment où en fait on est les plus privilégiés. Et en fait, même en expatrié, si ses enfants ont des gros problèmes de santé, en fait, ça nous fait quand même peur et on est quand même vulnérable et il y a quand même de l'incertitude à cet endroit-là de la migration. Après, c'est sûr que c'est plus facile quand on a un contrat d'expatrié de trouver des solutions que quand on a vaguement un chômage ou un salaire assez précaire. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu. Et il y a, si, tout à fait. Et je me rappelle, vous me disiez donc il y a quelques mois
que, de façon générale, quand même, au sein de la communauté française, le système de santé, autant les praticiens, les médecins étaient bien considérés, mais le système de santé en lui-même ne l'était pas. Les Roumains non plus, n'ont pas grande confiance en leur système de santé. Est-ce que vous avez senti ces derniers mois une petite évolution pour le mieux à ce niveau-là? Alors moi, ces derniers mois, j'étais pas du tout en Roumanie, du coup, je sais pas ce qu'il en est, au regard de ce qui se passe en Roumanie, quoi. Par contre, ce que je nuancerais peut-être par rapport à ce que moi j'avais dit en juillet, c'est que, comment dire, plus on s'approprie le système de santé et plus aussi on va lui faire confiance. Et moi, finalement, j'ai réécouté à des entretiens où il y a des gens qui me disaient, bah voilà, moi, j'aimais pas au début, j'avais pas confiance, mais finalement, je sais que, voilà, comme je sais pour les expatriés, tel système marche mieux et du coup, je vais aller plutôt à tel endroit parce qu'en fait, je sais que là-bas, ils ont un bon cardiologue ou des choses comme ça. Après, peut-être que ce serait aussi à mettre en parallèle avec la chute, la dégradation du système de santé français. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça serait intéressant d'en discuter ultérieurement, mais avec la dégradation du système de santé français aussi, et que en fait, c'est pas tant qu'on va voir que le système de santé roumain il s'améliore, que en fait le système de santé français il est pas mieux, et c'est plutôt ce type de discours-là qu'on va pouvoir rencontrer. Et concernant cette santé publique en Roumanie, je me rappelle qu'ensemble, on avait un petit peu informé nos auditeurs français sur des choses qu'ils ne savent pas nécessairement et que les Roumains, même, parfois, eux ne savent pas. C'est-à-dire en ayant un contrat local, prenons l'exemple d'un Français qui a un contrat local et qui est donc obligatoirement, vous me dites si je me trompe, mais inscrit à la Caisse nationale d'assurance santé roumaine, il a droit à un médecin de famille qu'il peut aller consulter gratuitement, et également non seulement à un accès à l'hôpital et aux cliniques publiques, mais aussi, et ça c'est un peu moins connu, alors même s'il faut s'armer de patience souvent, cette inscription au système santé public via un contrat local, ou même quand on est entrepreneur et qu'on cotise à la santé publique, permet également de se faire soigner pour certains soins, peut-être pas tous les soins, mais dans des structures privées qui, elles aussi, sont en lien avec le système public et obtiennent des ressources de l'État pour accueillir tout le monde. Bon, ça c'est un petit peu... Alors c'est vrai que je me rappelle que vous disiez que ça marchait, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, ça existe. Et on se rend compte, même chez les Roumains, qu'il y a un manque de connaissances par rapport à ça, qu'avec une cotisation au système public, on peut également se faire soigner dans une clinique privée. Oui. Alors, moi, de ce que j'en ai compris et de ce qu'on m'en a expliqué, y compris du coup des gens qui travaillent chez Regina Maria, c'est que, enfin, Regina Maria, mais peu importe, c'est qu'ils ont à l'inverse de la France où en fait les assurances santé, elles vont rembourser un certain pourcentage et elles vont avoir, j'imagine aussi, je ne sais pas très bien, mais de l'argent de l'État pour rembourser un certain pourcentage des soins pour tout le monde. Là, les structures privées, elles ont un montant qui leur est alloué pour chaque soin. Et du coup, si telle clinique va avoir, j'en sais rien, mais disons 10 000 euros pour faire des IRM, en fait, au bout des 10 000 euros, il n'y aura plus d'IRM. Et donc, c'est le premier patient le premier arrivé, le premier servi, entre guillemets. Et donc, en fait, il y a un panier, assez vite dans l'année, je crois qu'on arrive à épuisement de la possibilité de se faire rembourser les soins dans telle structure privée parce qu'en fait, tous les patients qui viennent du public, entre guillemets, du système d'État, ils vont avoir... Ils seront basés, quoi. Donc, si on veut se faire... moi, j'ai des Français, que je connais des Français qui savaient ça et qui se sont retrouvés dans des situations de se dire, en fait, je vais plutôt essayer de me faire rembourser, de me faire mon IRM en janvier, février, parce qu'en fait, en décembre, je sais qu'il n'y en a plus, quoi. Voilà. Je crois que c'était en gros l'idée. Ouais. Et quand on n'est pas dans une situation d'urgence, donc ça peut fonctionner. Mais par contre, le système des mutuelles par rapport à la France notamment, est pas développé. Enfin, en Roumanie, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Moi, de ce que j'en sais, c'est que en fait, vu que c'est le système plutôt d'abonnement en clinique privée,
ça fonctionne un peu comme un système de mutuelle. Par contre, c'est contraignant pour les patients, j'ai l'impression, et les patientes, à la fois français, françaises et roumains, roumaines, parce que ça nous empêche d'aller voir les praticiens de notre choix. Et donc, si le cardiologue machin est dans la clinique à laquelle on n'est pas abonné, du coup, ça peut être un frein à l'accès. Enfin, en tout cas, ça peut être perçu comme un frein à l'accès à des soins qu'on va juger de qualité parce que tel praticien. Voilà. Mais ça, c'est des choses, en tout cas, je ne me placerai pas en expert du système de santé roumain parce que ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les Français le perçoivent et peuvent s'organiser à l'intérieur de ça. Et donc, la manière dont on va leur expliquer. Et souvent, en tant que Français, moi, ce que j'en sais, c'est ce qu'on m'en a raconté, ce que la communauté française m'en aura raconté, les outils qu'on m'aura donnés ou ce que j'aurais vu sur Facebook ou WhatsApp ou voilà. Et aussi, bien sûr, ce que les collègues et les amis roumains-roumaines vont nous expliquer et nous donner comme conseil. Alors, je suppose que depuis 2019, quand vous avez commencé votre thèse, il y a quand même une amélioration de l'information du système de santé privé ou public en Roumanie chez les Français ou pas. Je me rappelle dans le premier entretien, en juillet dernier, vous me disiez que vraiment le gros problème, c'était ce manque d'informations sur comment les choses se passent. Est-ce qu'il y a eu une amélioration à ce niveau-là? Je ne sais pas s'il y a une amélioration. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup informel. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, si, c'est de l'information informelle. On va se demander par relation interpersonnelle des conseils. On va aller se demander sur les groupes Facebook de Français ou de Françaises en Roumanie. Il y a assez peu l'ambassade, j'ai l'impression qu'elle a mis juste une liste de soignants, mais elle a pas... ils n'ont pas fait de fiches où ils auraient pu mettre, je ne sais pas, les différentes institutions européennes. Je sais pas, il y a des formulaires européens qui permettent de se faire rembourser d'un pays à l'autre, etc. Ça, par exemple, on n'a pas ces informations-là. Je sais que, par exemple, hier, je suis intervenue dans un séminaire et il y a une chercheuse qui m'a dit « Mais est-ce que vous savez si les patients que vous avez rencontrés, ils utilisent tel dispositif européen qui permet de se faire soigner en étant rattachés, je crois bien, au système local roumain, mais en se faisant soigner en France ?» Et moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler parce que les personnes que j'ai rencontrées n'en avaient pas entendu parler. Du coup, ça mériterait de faire une petite fiche avec les différents formulaires. Mais je pense que c'est principalement du réseau informel. Voilà, il n'y a pas de... J'ai l'impression que ni la France ni la Roumanie ne met en place des choses qui permettraient d'avoir des informations pour la santé, pour les migrants. Mais j'imagine que c'est le même cas pour les migrants népalais, par exemple. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des dispositifs mis en place pour informer les migrantes népalais, népalaises qui sont en Roumanie de comment accéder à la santé. Et je crois qu'il y a quelques années, j'avais entendu que en théorie, effectivement, en faisant partie de l'Union européenne, tout Roumain devrait pouvoir se faire soigner en France, mais ça n'est pas le cas, précisément parce qu'il y a des problèmes avec la Caisse nationale de santé roumaine qui n'est pas suffisamment en lien avec les autres systèmes européens. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que l'angle, la ligne, on va dire, la ligne éditoriale de votre thèse, elle est bien restée la même. Est-ce qu'à un moment donné, ces derniers mois, vous vous êtes dit peut-être qu'il faudrait que je change le titre de ma thèse, peut-être que c'est plutôt cet autre sujet ou angle qui est plus intéressant, mais j'ai l'impression que non, c'est votre thèse, le cœur de votre thèse est resté bien solide. Oui, parce que c'est un titre provisoire, mais c'est aussi, oui, c'est resté bien solide parce que c'est ce qui m'intéressait et c'est les questions que j'ai posées quand j'étais en Roumanie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses un peu plus fines qui ont changé, bien sûr, dans mon travail, et en rentrant aussi, quand on lit 100 entretiens de 40 pages chacun et qu'on rentre dans les micro-détails des parcours de santé, forcément, les gens, ils nous livrent plein de choses, et en fait, c'est pas un parcours par personne, c'est peut-être 30 parcours par personne, parce qu'en fait, on va aller chez son dentiste dans tel pays, mais on va faire tel soin dans tel autre, et puis on va... Donc, c'est très compliqué, mais c'est vrai que la ligne reste la même et j'espère que en tout cas, voilà, ça reste, c'est les mêmes questions que je me pose. Ensuite, il y a forcément des choses que j'explicite moins ici parce qu'on parle de santé, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est tous les avantages qu'on va pouvoir trouver dans la migration. Pourquoi on migre en fait, qu'est-ce que ça va créer chez nous aussi de changer de pays, qu'est-ce que ça va nous apporter en termes de qualité de vie, par exemple. Ça, c'est des choses dont on n'a pas discuté la dernière fois, mais que j'ai plus regardé aussi dans mon travail là. Ça m'intéressait avant de partir en Roumanie, bien sûr, mais là, j'ai pu vraiment regarder aussi
Et ça sera éventuellement des derniers, je dirais, les dernières pages de votre thèse, une mise en perspective, ou est-ce que ce travail sociologique, au-delà du rapport à la santé, il va se retrouver? Non, je pense que ça va être bien plein de chapitres, et notamment le premier chapitre, à savoir, voilà, qui sont les personnes françaises qu'on rencontre en Roumanie et qui ne sont pas forcément les mêmes personnes qu'on va rencontrer en Allemagne, en Turquie. Enfin voilà, on a des raisons de migrer dans des pays différents parce qu'ils nous attirent pour des raisons différentes. Et quels sont les avantages aussi qu'on va trouver à se déplacer et à changer de pays. Et en fait, ça, c'est déjà, dans les entretiens, les gens, ils me racontent pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils Et c'est trouvent. pas que la santé, d'accord. Qu'est-ce qu'on trouve à Bucarest? Voilà, pourquoi on est bien à Bucarest? Est-ce que c'est parce que c'est une belle ville? Est-ce que c'est parce qu'on a le temps? Est-ce que c'est parce qu'on va avoir accès à un travail, enfin, à des responsabilités qu'on n'aurait pas eu, auxquelles on n'aurait pas eu accès en France, par exemple, dans une entreprise ou dans l'autre, parce que voilà, les hiérarchies sont plus rigides, parce que voilà, ou est-ce qu'on va pouvoir plus facilement ouvrir une entreprise? Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'en fait on va changer de pays et que c'est aussi un projet migratoire en soi, comme on va rencontrer des migrants en France, italiens par exemple, qui vont ouvrir un restaurant parce que voilà, ils vont venir en France pour plein de raisons et que leur vie elle va s'améliorer, pas forcément en termes de salaire, mais en termes de qualité de vie. Mhm. Et ce travail, en quel sens il est en train de déterminer votre spécialité en tant qu'anthropologue? Je suppose que une anthropologue doit, ou peut-être pas, je ne sais pas, doit trouver une spécialité pour se démarquer. Est-ce que ce travail de thèse que vous êtes en train de faire vous donne envie de vous spécialiser dans un domaine en particulier? Déjà, alors oui, mais je suis déjà vachement spécialisée dans mon travail de recherche. Je suis déjà dans des micro-niches de micro-spécialités, mais globalement, je travaille sur l'articulation entre la migration et la santé, ce qui est pas, enfin, c'est un très grand champ et à la fois un tout petit champ. Euh, et finalement, en tout cas dans la sociologie et dans la recherche française, c'est pas le cas forcément dans d'autres pays, mais la migration et la santé, c'est beaucoup les personnes qui sont précaires et qui sont du coup qui subissent des discriminations dans l'accès aux soins. Et moi, ce que je propose, c'est d'un peu d'inverser le regard et de regarder comment en fait la migration, enfin pour des personnes qu'on pourrait considérer comme privilégiées face à ces gens qui n'ont pas de frein à l'accès aux soins, enfin pas de la même façon en tout cas. Et ben comment ça se passe quoi globalement, quels sont en fait les avantages, les inconvénients, voilà. Et ça, c'est déjà un peu une niche. Voilà. Et, Et est-ce il va falloir que vous déterminiez une zone géographique précise ou pas nécessairement? et ben, ce qui va se passer certainement, c'est que là, ça fait quand même bientôt 6 ans que je travaille avec des personnes, enfin, en lien avec la Roumanie, romanophone, enfin, entre le master et la thèse. Et globalement, c'est fort possible que je sois. Enfin, moi, ça m'intéresse. Et puis, de toute façon, il y a plein de choses que j'ai envie de venir voir en Roumanie. Mais c'est possible que je devienne un peu qu'on me classe comme spécialiste enfin, de la Roumanie. Oui. Je sais pas trop comment dire. Si je serais pas spécialiste, j'aurais pas mais que je continue en tout cas à faire des recherches entre la France et la Roumanie et en Europe, enfin, Union européenne, Europe de l'Est centrale. Alors, dernière petite question, je suis curieux de savoir comment votre vie à Paris se passe après ces mois à Bucarest. Déjà, vous êtes à la prestigieuse école des hautes études en sciences sociales à Paris. Je suppose que des étudiants qui nous écoutent souhaiteraient savoir, par exemple, comment on rentre, comment on arrive à faire une thèse à l'EHESS. Et Une ben, sélection qui est dure, comment ça se passe? alors, on postule en master, mais c'est pas obligé. Mais du coup, à l'EHESS, il y a différents masters soit c'est des masters par discipline, donc il y a des masters d'anthropologie, d'histoire, de sociologie, ou des masters par thématique. Donc moi, j'ai fait un master sur la santé, il y a un master sur l'immigration, un master sur le genre, etc., etc. Et ensuite, le HESS étant une école doctorale, ils ont un certain nombre de fonds, donc un certain nombre de contrats doctoraux qui peuvent allouer, qui viennent c'est l'État qui donne l'argent, mais le HESS a, disons, 25 contrats doctoraux. Et donc, chaque master a un certain nombre de contrats doctoraux. C'est infime. Moi, dans mon master, on était 25, on avait un contrat doctoral.
Je pense qu'en anthropologie, ils sont peut-être 150, quelque chose comme ça. Ils doivent avoir 2 contrats doctoraux. Voilà, c'est à peu près ce ratio-là. Après, il faut considérer, enfin, il faut savoir que tous les masterants, masterantes ne veulent pas postuler en thèse. Enfin, je veux dire, moi, dans mon master, il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi des professionnels de santé, qui faisaient un peu des études en parallèle pour faire, voilà, penser de la sociologie de la santé, etc., en parallèle de leur pratique, mais ils n'avaient pas prévu de faire de thèse, quoi. Et voilà, et après, on fait un projet de thèse. Et donc, on fait un projet où on propose notre propre recherche. Donc là, c'est moi qui ai voulu travailler sur ces sujets-là. On ne me l'a pas imposé. J'ai dit, voilà, j'ai écrit un projet de 10 pages où j'explique pourquoi est-ce que je veux travailler sur l'immigration française en Roumanie. Et après, on me dit oui ou non. Et après, on me fait passer un oral devant un jury de 12 personnes qui sont les enseignants et les chercheurs du Master Santé et le HESS. Et on me pose plein de questions. Et après, soit on dit que c'était bien, soit c'était pas bien. Et c'est jugé à la fois à la pertinence du sujet et à la fois à la faisabilité du projet. Effectivement, si c'est un truc qui dure 10 ans, ils disent, bah voilà, c'est pas possible. Vous voulez faire trop de trucs en pas assez de temps. Voilà, ça dépend. Je crois pas. C'est un peu l'idée. Et un étranger, une étrangère peut parfaitement se présenter pour une thèse doctorale. Je pense que oui. En plus, il faut savoir qu'il y a un master franco-roumain à l'EHESS en partenariat avec l'Institut d'études politiques de Bucarest. Ah, ça, c'est bien à noter, ouais, d'accord. Je vous conseille de contacter, je pense, Alexandra Oprea, notamment, qui est doctorante à Bucarest, enfin, entre Bucarest et le HESS. Mais du coup, il y a des chercheurs, en fait, il y a des liens pédagogiques entre le HESS et l'Institut d'études politiques de Bucarest. Dernière question, Eva Renaudot, qu'est-ce qui vous manque de Bucarest? Oh, waouh! Tellement de choses. Tellement de choses, hein, c'est bien. Ouais, le printemps, déjà, le printemps à Bucarest. Là, maintenant, c'est le printemps à Paris, mais c'est pas comme le printemps à Bucarest. Cismigiu, le lac Ulmor et quelques petits bars que j'aime bien dans les coins de la ville. Très bien, bon, ben, j'espère que vous aurez l'occasion de les retrouver dans les mois qui viennent. Mais je vous remercie en tout cas une nouvelle fois d'avoir été avec nous au micro du soir et bonne chance pour la suite de votre travail. Je vous remercie. Merci Eva Renaudot. Chers auditeurs, comme d'habitude, cette émission, vous pouvez la retrouver dès demain sur la page Facebook de RFI et la semaine prochaine sur le site rfi.ro. Je vous remercie. Petit message de sécurité routière, comme d'habitude. Si vous prenez la route, s'il vous plaît, soyez très, très prudents. Au revoir, Week-end Placote.